Nangadef, j'ai l'honneur et le privilège d'ouvrir ce forum sur la nouvelle politique économique du Sénégal. Je suis Jacques Ndoutoumvé, vice-président de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Depuis ces 18 derniers mois, la Chambre de commerce n'a pas ménagé ses efforts pour mettre l'Afrique francophone en priorité dans ses objectifs de croissance. Nous avons, entre autres, inauguré notre bureau à Ottawa, à l'adresse 1 rue Rideau. Le Sénégal, un leader reconnu, le premier pays francophone à rejoindre la Chambre de commerce et un partenaire clé du Canada. L'événement d'aujourd'hui fait suite à une visite historique du Premier ministre Trudeau au siège de l'Union africaine d'abord, ensuite il est passé par le Sénégal l'année dernière. Visite à laquelle la Chambre a eu le privilège de participer, représentée pour cela respectivement par notre président de notre conseil d'administration et le président de la Chambre lui-même. Il y a moins de 2 semaines, la Chambre a organisé un forum sur les instruments d'assurance contre les risques pour les investisseurs en Afrique avec Africa Trade Insurance Agency. Ce forum a pu confirmer l'intérêt réel, grandissant et significatif des fonds de pension, des investisseurs en capital investissement pour l'Afrique. J'ai eu l'honneur de participer à certaines de ces réunions établies pour créer une connexion entre les projets d'un côté et les investisseurs de l'autre. Je pense qu'avec ce leader qu'est le Sénégal, nous sommes en train de créer des fondations d'une véritable plateforme d'échange, de commerce et d'investissement entre le Canada et l'Afrique. Parmi plus de 350 délégués ici présents aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter les co-organisateurs de ce forum, son Excellence Viviane Bampassi, ambassadeur du Sénégal au Canada, M. Sébastien Spio-Gabra, président du conseil d'administration de la Chambre, accompagné de M. Gareth Blore, le président de la Chambre de commerce. Donc, merci et bienvenue d'abord à son Excellence Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale du Sénégal, l'honorable Rachel Bedayan, députée et secrétaire parlementaire du ministre de la petite entreprise, de la promotion et des exportations du commerce international, M. Abdoulaziz Mbaye, ministre conseiller du président de la République du Sénégal, Étienne Bayarjon, chef du pupitre Sénégal, Sahel et Afrique de l'Ouest au ministère des Relations internationales et de la francophonie, son Excellence Mahamat Adoum, ambassadeur de la République du Tchad au Canada, son Excellence Athanase Boudot, ambassadeur du Burkina Faso au Canada, son Excellence Ruth Mazodzi, ambassadeur du Zimbabwe au Canada, son Excellence Tariq Aboussi, ambassadeur de la République du Soudan, son Excellence Mpoki Ulisu Biswa, haut commissaire de la Tanzanie au Canada, Monsieur Mauto Alifo, haut commissaire du Ghana au Canada, Monsieur Lohaka Yemba, chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, Monsieur Peketi, chargé d'affaires de l'ambassade du Togo au Canada, Stephen Lorete, adjoint au chargé d'affaires de l'ambassade du Kenya au Canada, Sandrahon Rakotaniana, chargé d'affaires de l'ambassade du Madagascar au Canada, David Varty, consul honoraire du Sénégal en Colombie-Britannique. Nous avons aussi une douzaine de représentations diplomatiques. Il y a aussi M. Ibrahima Gueye, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons aussi M. Oudey Sekwera, directeur adjoint pour les Affaires mondiales Canada. Alors, nos panélistes seront interviewés par M. Christine Azarian, délégué commercial de l'ambassadeur du Canada au Sénégal. Les panélistes sont Alhaj Ibrahima Boutouté Mané, donc directeur général de la coopération, des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats publics-privés. Nous avons aussi Mme Evelyne Sempa, directrice exécutive WIC Capital, premier fonds d'investissement des femmes d'Afrique de l'Ouest francophone. Enfin, permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer la présence du président du conseil d'administration de la Chambre, encore une fois, du président de la Chambre, Gareth Blore, et de tous les membres de la Chambre
d'affaires, Chambre de commerce Canada-Afrique. Je cède maintenant la parole à Gareth Blore pour présenter le président de notre conseil d'administration. Gareth? Thank you very much for those remarks, Jacques. An absolute pleasure to have everyone with us today. Bonjour, Your Excellencies, business leaders, and to those from across the continent in Canada. For those seeking interpretation in English, as the majority of the program will be in French, that will be available under the interpretation tab. And it is my great honor to introduce Sebastian Spier-Gabre, Chair of the Board of the Canada-Africa Chamber of Business, for opening remarks today. Mr. Spier-Gabre brings a wealth of excellence from Wall Street, institutional investors across North America, and has been involved in billions of dollars of transactions, enabling Canada-Africa trade and investment. It is my great honor to welcome Chair of the Board of the Canada-Africa Chamber of Business, Mr. Sebastian Spier-Gabre. Bonjour, Mr. Chair. Thank you so much, Mr. Blore, Mr. President. Bonjour, Excellence, Negadev, to our brothers and sisters joining us from Senegal this afternoon and this morning. It's a real high honor and a great privilege to host this event on Senegal. Without any doubt, Senegal is one of those important and amazing countries within Africa. There are 2 points I want to highlight at this juncture. One of the very interesting facts about Senegal is that Senegal has had an unbroken chain of democratic governance from independence in 1958 until now. While in a number of African countries, we've experienced episodic periods of instability. Senegal, from its very founding first president, Leopold Senghor, all the way to a current president's excellency, Macky Sall, has had a period of unbroken democratic governance. And I think this is extremely important because we've realized as investors that political stability is as important as the mineralogy or the actual assets in the country, if not more so. Another interesting fact about Senegal I want to highlight is that while Senegal is a multi-ethnic country, of which more than 90% of the population are Muslims, the first president of Senegal was himself a Catholic, and there are a number of other peaceful coexistence of religious groups within Senegal. And I think after 9/11, it became quite important that we began to see that the different multi-ethnic and multi-religious cooperation and peaceful coexistence that we see in a number of African countries, Senegal really being an example, is one which the whole world actually would have to go and learn from. How do so many ethnic groups, over 20 ethnic groups, people from different religious backgrounds coexist? So I think that as we turn our attention to Her Excellency Vivian Bamparse and His Excellency Honorable Amadou Hott and other important presenters coming from Senegal, we may want to really reflect on the fact that we are now about to listen to a presentation from a country that has really put in the work, a country that has for decades and decades and decades made an internal effort to maintain peace and stability and democratic governance, and to maintain cohesion and peaceful coexistence. So it is really a great, great privilege and a high honor to open this conference, and I really hope that we'll all be able to learn a lot about Senegal and would be able to, in our various ways, in our various capacities, promote trade and investment between Canada and Senegal. Thank you. Merci. Merci. Thank you so much, Your Excellencies. Ladies and gentlemen, I officially declare this webinar, this meeting open. Thank you very much. It gives me a high honor and privilege to introduce Senegal's ambassador to Canada, Her Excellency Vivian Bamparse, who has been a strong advocate of Senegal in Canada, a former governor of the Fatick region of Canada, her first female governor in Senegal, and also a former Minister of Public Service, Manpower Rationalization, and Public Service Renewal.
in Senegal. So it's a real high honor. Ambassador Bampase has really been a strong advocate for Senegal in Canada, for helping to promote trade between Senegal and Canada, and is widely respected within the diplomatic community and also in the business investment circles between Senegal and Canada. So thank you so much, and Your Excellency, if you could please take the podium. Thank you. Monsieur Amadou Hott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame la députée Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des Exportations et du Commerce international, représentant le gouvernement du Canada, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et hauts commissaires, Monsieur Sébastien Spio-Garbra, président de la Chambre de commerce Canada-Afrique, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est pour moi un honneur et un privilège de vous recevoir ce matin en compagnie de mon ami Sébastien Spio-Garbra, président de la Chambre de commerce Canada-Afrique, pour échanger autour des perspectives économiques de notre pays, le Sénégal, et surtout pour travailler tous ensemble à renforcer les échanges commerciaux entre nos deux pays et raffermir le trait d'union entre le secteur privé du Sénégal et celui du Canada. Comme vous le savez déjà, nous avons adhéré il y a quelques semaines à la Chambre de commerce Canada-Afrique, officialisant ainsi un partenariat déjà très dynamique. En franchissant cette étape, nous avons voulu donner encore plus corps à une orientation forte du président Macky Sall qui fait de la diplomatie économique un des axes majeurs de la politique étrangère du Sénégal. La diplomatie, en ce qu'elle contribue au renforcement des relations entre les États et participe à l'édification et à la préservation d'un monde de paix et de justice sociale, est assurément un levier essentiel pour la survie de notre communauté humaine. Mais la paix et la justice sont souvent tributaires d'un bien-être, ou devrais-je dire dans certains cas juste d'un mieux-être des populations qui doit se construire dans toutes les nations du monde et qui passe impérativement par l'existence d'un tissu économique viable capable de produire les richesses nécessaires à l'épanouissement de tous. S'il est donc vrai que nous devons inlassablement travailler à bâtir par nos partenariats bilatéraux et multilatéraux ce monde de paix que nous appelons de nos vœux, il est aussi indéniable que l'extrémisme sous toutes ses formes, et surtout celles en mettant en péril notre survie, trouve dans la pauvreté et la précarité le ferment déstabilisateur de nos sociétés. C'est en permettant aux peuples et aux communautés de vivre dans des conditions décentes d'épanouissement individuel et collectif que nous parviendrons à faire du monde cette maison commune où le progrès économique et social s'établira d'une manière plus équitable et inclusive. Il est aujourd'hui admis que sur le pont de la coopération bilatérale ou multilatérale entretenue par les États, il nous faut construire davantage celui des relations économiques, plus précisément celles qui lient les secteurs privés, acteurs majeurs du développement et de la croissance de nos économies. Cette réalité s'impose d'autant plus à nous en cette période où le monde fait face à la pandémie de la COVID-19 qui, depuis plus d'un an, rythme notre quotidien. Je ne reviendrai pas sur les impacts négatifs de cette crise sur les économies et notamment sur celles de nos pays encore fragiles. Des voix plus autorisées, celles de Monsieur le ministre Hott en particulier, le feront certainement mieux que moi. Mais il est un constat, la COVID-19, par ses répercussions sanitaires, sociales et économiques, a été l'un des plus grands chocs auxquels le monde a eu à faire face depuis plusieurs décennies. Partout dans le monde, au sein des États, entre États ou encore dans une dimension multilatérale, des réponses s'imaginent et se forgent afin d'enclencher une dynamique de relance économique post-Covid. Cette reprise, il est sûr, ne peut se faire qu'avec une forte implication des gens d'affaires, capables de faire preuve d'une ambition prospective et d'audace, moteur de toute entreprise qui se veut gagnante, en tissant des liens au-delà des frontières et en évitant justement de succomber à la tentation d'un repli national. Et c'est bien pour cela que nous travaillons sans relâche et dans le sillage de nos deux leaders, le président Macky Sall et le premier ministre Justin Trudeau,
au renforcement des relations entre les secteurs privés du Sénégal et du Canada. Faut-il le rappeler, le voyage au Sénégal de l'honorable Justin Trudeau en février 2020 avait une forte orientation économique, faisant ainsi écho à la ferme volonté du président Sall de faire du secteur privé le levier de la croissance du Sénégal. Les rencontres économiques virtuelles du Sénégal au Canada sont pour nous un outil de mise en œuvre de cette ambition commune, en contournant par la technologie l'isolement auquel la pandémie aurait pu nous astreindre. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier vivement au nom de nos partenaires de la Chambre de commerce Canada-Afrique, mais aussi à mon nom personnel pour avoir accepté aussi spontanément et généreusement de présider la rencontre. Vous manifestez encore une fois votre engagement résolu à réaliser avec tous les acteurs, ceux nationaux comme ceux des pays amis comme le Canada, la vision du Sénégal économique définie par le chef de l'État à travers le plan Sénégal émergent et maintenant à travers le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. Comme vous l'imaginez, nous avons hâte de vous écouter en attendant d'avoir le plaisir aussi de vous recevoir physiquement à Ottawa. Permettez-moi aussi de remercier tous vos collaborateurs qui, depuis plusieurs semaines, ont œuvré de façon très proactive à l'organisation de cette rencontre. J'exprime ma gratitude au gouvernement du Canada, ici représenté par Madame la députée Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire, de l'honorable Marie-Ing, ministre en charge du commerce international. Votre participation à cette rencontre traduit encore une fois l'option de votre pays à changer les paradigmes de coopération en intégrant davantage les échanges commerciaux comme axe majeur d'intervention. Je voudrais magnifier aussi la posture de la Chambre de commerce Canada-Afrique et particulièrement celle de son président, mon cher Sébastien, du directeur exécutif, M. Gareth Bloor, qui se sont pleinement investis à faire de cette session une réalité. Aux côtés de nombre de pays amis du continent, la Chambre contribue jour après jour à mieux faire connaître l'Afrique et les formidables opportunités économiques qu'elle présente. Il est important de rappeler que le Sénégal est le premier pays d'Afrique de l'Ouest francophone à adhérer à la Chambre. Nous sommes sûrs que le partenariat ira en se consolidant à travers notamment la prochaine édition des Rêves qui devrait se dérouler à la rentrée autour des programmes phares du PAP2A. Mesdames et messieurs, chers invités, nous allons découvrir avec vous les perspectives économiques du Sénégal et vous dire surtout, à vous, membres du secteur privé du Canada, pourquoi il est opportun et pertinent de mettre le Sénégal dans vos perspectives d'investissement. Monsieur El Hadj Ibrahima Mané, directeur général de la coopération, des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats publics-privés, et Madame Evelyne Dior Sempa, directrice de WIC Capital, premier fonds d'investissement porté par des femmes en Afrique de l'Ouest francophone, vont dans un échange croisé entre secteur public et secteur privé, nous livrer des informations fort utiles sur pourquoi et comment faire affaire au Sénégal. Merci à vous, Madame Sempa et Monsieur Mané, d'avoir accepté de vous livrer à l'exercice. J'aimerais aussi remercier vivement Monsieur Christine Azarian, conseiller et délégué commercial principal à l'ambassade du Canada à Dakar, qui va conduire les débats. Mesdames et messieurs, ces 90 minutes que nous voulons interactives sont certes bien peu pour faire un tour exhaustif de l'économie du Sénégal, mais je suis convaincue que l'expertise de notre panel vous aidera à mieux apprécier les dynamiques économiques actuellement en cours. Au-delà, l'ambassade du Sénégal restera à votre entière disposition pour continuer à accompagner les acteurs économiques de nos deux pays afin qu'ils continuent à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble au bénéfice du Sénégal et du Canada. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Excellence, Madame l'ambassadeur. Votre discours est très fort. Les points que je retiens sont le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays, le Canada et le Sénégal,
diplomatie économique et la viabilité d'un tissu économique que nous voulons créer avec cette relation. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Je sais aussi que le secteur privé, comme vous l'avez mentionné, est très important. Ça me rappelle d'ailleurs la conférence qui a eu lieu à Dakar du 17 au 19 janvier 2019 sur l'Afrique émergente dans la très belle cité de Diamniadio. Je pense que ce sont des endroits que nous devons connaître de ce côté. Je voudrais maintenant, et merci encore, Excellence, Madame l'Ambassadeur, je voudrais maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre prochain intervenant, l'honorable Rachel Benyadan. Rachel Benyadan a été élue pour la première fois députée d'Outremont en février 2019. Durant près de 10 ans, Madame Benyadan a été avocate en litige et arbitrage international au sein du cabinet Norton Rose Fulbright, se spécialisant dans le droit commercial international. Madame Benyadan a également enseigné à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Par la suite, elle a occupé le poste de chef de cabinet auprès de la ministre de la petite entreprise et du tourisme. Mère d'une petite fille de 2 ans et très impliquée dans sa communauté, Madame Benyadan entretient des liens étroits avec les familles qu'elle représente dans les quartiers montréalais d'Outremont. Bienvenue, honorable, la place est à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Son Excellence, Monsieur le Ministre, ça fait plaisir d'être parmi vous et bien sûr, ça fait énormément honneur de pouvoir partager cet espace virtuel avec tous nos invités. Nagan Def, salam alaikum, bon matin à ceux qui se joignent à nous du Canada et bon après-midi à tous ceux qui sont à l'écoute du Sénégal. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même souligner que le mois de juin est le mois national de l'histoire autochtone au Canada et que je vous parle du territoire traditionnel des Premières Nations présent à Montréal depuis des milliers d'années. Je voudrais également mentionner que c'est à Montréal que le traité de la Grande Paix de 1701 a été signé entre l'autorité coloniale de l'époque et 39 nations autochtones. En tant qu'habitant à Montréal, il est important de reconnaître que les peuples autochtones ont toujours été ici et que nous avons tous un rôle à jouer dans l'avancement de la réconciliation. I would also like to take just a moment to thank Mr. Chairman, Sébastien. It is wonderful to be under your leadership, and of course to thank as well Gareth for bringing everybody here together. From hosting events like this one to offering COVID-19 related resources for your members to working with our government to help Canadian businesses export into new markets in African countries, the Chamber has always played a leadership role. And I would like to thank you for your determination in continuing that over the course of this very difficult year. The Chamber has welcomed, of course, the Republic of Senegal aboard as a full member, and I am confident that as a result, Canada and Senegal's relationship will move from strength to strength. Mais comme je disais plus tôt, c'est avec beaucoup d'humilité et de gratitude que je partage la scène virtuelle avec son Excellence Viviane Bampassi, ambassadrice de la République du Sénégal au Canada. Vous êtes, Madame l'ambassadrice, centrale à la coopération de nos deux pays et le travail que vous faites est tout simplement indispensable. Merci pour vos remarques si généreuses. Et un grand merci à Monsieur le ministre Hott, le ministre sénégalais de l'économie, de la planification et de la coopération pour votre travail continu et votre vision pour le Sénégal. Nous savons que le renforcement des liens commerciaux sera absolument essentiel pour assurer une reprise économique forte qui crée des emplois croissants et à travers l'Afrique. Heureusement, nous bâtissons déjà sur une base très solide avec notre appartenance commune à la francophonie, nos liens interpersonnels solides et une relation commerciale dynamique dans des secteurs tels que l'agriculture, les énergies propres, l'éducation et j'en passe. Par exemple, et comme ça a été déjà souligné,
en 2020, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Sénégal était de plus de 109 millions de dollars, en hausse de 33% par rapport à 82 millions de dollars en 2019. Et avec le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine en janvier dernier, les possibilités de collaboration et de partenariat entre le Canada et les nombreuses économies africaines ne font que croître. On reconnaît que la pandémie de COVID-19 a rendu les 14-15 derniers mois incroyablement difficiles. Nous voyons, par contre, la lumière au bout du tunnel avec des vaccins actuellement administrés dans certains pays, mais nous sommes toujours confrontés à des grands défis, en particulier en Afrique. Mais le Canada et le Sénégal peuvent surmonter ces défis en forgeant des liens économiques encore plus solides grâce à une augmentation du commerce et des investissements, ce que le Canada s'est engagé à faire. For Canada, the path forward is clear. We must continue to protect the health and safety of our people and our businesses, but we must also remain competitive on the international stage. This means helping our small and medium-sized businesses start up, scale up, and access dynamic economies such as Senegal's, which is one of the fastest growing in Africa today. As a trading nation, Canada knows that trade is key to the global economic recovery, but diversification has to be part of that solution. That's why our government, the Government of Canada, has been building bridges between African countries and Canada's business community. Minister Ng's recent trip to Africa just before the pandemic began in 2020 was extremely fruitful. She attended the Mining Indaba conference and led a trade mission to both Ethiopia and to Kenya. Wherever she went, our minister saw businesses from Canada and African countries building relationships, learning from each other, and sharing innovative ideas and solutions. Even with this pandemic limiting travel, I still see that same passion, that same dedication, and that same forward thinking that both of our countries have. We saw that during the Africa Accelerating 2020 conference in Canada, which was held last October. We saw it during Canada's virtual trade mission to Mozambique this past February. We saw it at the Canada-Africa Clean Growth Symposium in March, which I would remind everyone Senegal co-hosted with Canada and Ethiopia, and which demonstrated the importance of promoting clean and equitable growth during the global economic recovery by fostering partnerships between Canadian and Senegalese businesses and entrepreneurs. And I know that we will continue to show this today as you discuss Senegal's new economic policy and the role that Canada can play in supporting that policy so that it becomes a huge success. Our mutual desire to strengthen partnerships between Canada and Africa, and especially Senegal, can benefit all our people. From my home province here in Quebec, où je réside ici à Montréal, je vois les possibilités. And well beyond Montreal, well beyond Quebec, to the four corners of our beautiful country. I'm thinking of the cooperation that can be had from Dakar to Daoula, from Lomé to Libreville, and Monrovia to Malabo in Africa. After all, with our shared priorities of creating more good, well-paying jobs, and also finding sustainable solutions for economic growth for all communities, including underrepresented groups, such as Indigenous peoples, such as women, such as youth. Canada is an important trading and investment partner for dynamic economies such as Senegal's. Des discussions comme celles que vous aurez aujourd'hui aideront le Canada et le Sénégal à réaliser notre ambition commune, ensemble. Dans cet esprit, continuons, comme cette chambre de commerce aime dire, accélérer le commerce, les affaires et les investissements au profit des Canadiens et du peuple sénégalais. Merci beaucoup, Jairon Jeff. Merci, Madame Benyadian, pour votre intervention, que je résume en deux points essentiels. Augmentation du commerce
et des investissements entre les deux pays. Vous avez donné un chiffre, 33% d'augmentation du commerce bilatéral entre les deux pays. Nous espérons que ce chiffre va tripler ou quadrupler dans les prochains mois. Merci beaucoup, Madame Benyadiane. J'en profite aussi pour reconnaître la présence de Monsieur Chérif Kanouté de l'ambassade du Mali. Merci, Monsieur Kanouté, pour de nous honorer de votre présence. Je voudrais maintenant inviter Madame l'ambassadeur du Sénégal à présenter Monsieur le ministre Amadou Hott. D'abord, merci, Excellence, Madame l'ambassadeur, et Monsieur le ministre pour votre leadership. La place est à vous. Merci. Yes, Dear please. guests, it's my privilege and my great honor to introduce our guest of honor, Minister Ott. Minister Ott and his Master of Science or in Finance from University MSc in Financial Mathematics program. He was named a young global leader by the World Economic Forum in 2012. Minister Ott boasts of structured finance, sovereign wealth fund management, investment banking, infrastructure, and the development of London, Dubai, Lagos, and Dakar. He served as the founder and chief executive officer. He spearheaded infrastructure investments, including energy projects. He also served as chairman of Aéroport International Blaise Diagne, managing director of UBA Capital, director at Millennium AfriBridge Capital, an investment firm specializing in advisory services in the energy and ICT sectors. Minister Ott has also been the vice president of the African Development Bank's Power, Energy, Green Growth, and Climate. He had November 2016 until 2019. We have the great pleasure to have him as the Senegalese Minister of Economy, Planning, and Corporation. Minister Ott, thank you for joining us. The floor is yours. Madame l'ambassadrice du Sénégal à Ottawa, chers investisseurs, chers panélistes, chers participants, je voudrais vous exprimer tout le plaisir que je nourrissais à prendre part à cet important événement consacré aux rencontres économiques virtuelles du Sénégal au Canada. Je me réjouis de cette belle initiative portée par notre ambassadrice au Canada, Son Excellence Madame Viviane Bampassi, qui ne ménage aucun effort pour porter le flambeau. Le travail sans relâche de Madame l'ambassadrice contribue à optimiser notre potentiel de coopération avec le Canada. Mesdames et messieurs, cette rencontre se tient à une période charnière où nos pays s'interrogent sur les modalités efficaces de relance de nos économies fortement secouées par la COVID-19 alors qu'ils étaient sur d'excellentes trajectoires de croissance. C'est le cas du Sénégal qui a enregistré sur la période 2014-2018 un taux de croissance moyen de plus de 6% grâce à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La pandémie intervenue en 2020 a perturbé cette trajectoire et a nécessité un réajustement pour obtenir le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, ou PAP2A, afin de rétablir notre croissance initiale. Cette rencontre qui réunit
des acteurs importants du secteur privé canadien constitue une bonne occasion de faire connaître les opportunités de partenariat avec notre pays à travers le PAP 2A. Je rappelle que le PAP 2A est un portefeuille de projets de plus de 30 milliards de dollars canadiens, mais c'est aussi des réformes et des mécanismes de financement innovants pour le secteur privé et notamment les petites et moyennes entreprises. Ce PAP 2A tire les enseignements de la COVID-19 et permet à notre pays de se projeter dans la période post-COVID-19 pour une relance durable et réussie. Il vise les souverainetés alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques, sans oublier le numérique et une forte implication du secteur privé pour assurer une mise en œuvre satisfaisante des projets privés et en partenariat public-privé représentant 39% du programme d'investissement. À cet égard, il est important que les réflexions menées durant cette rencontre puissent contribuer à co-construire des partenariats innovants entre acteurs économiques canadiens et sénégalais pour une forte implication dans l'exécution du PAP 2A. Le directeur général de la coopération, des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats reviendra sur les opportunités d'investissement dans le cadre de la relance de notre économie. Mesdames et messieurs, je saisis l'occasion pour saluer encore une fois l'engagement constant du Canada à accompagner notre pays dans ses efforts de développement économique et social et de positionnement du secteur privé, un véritable levier. Je tiens donc à magnifier une nouvelle fois le soutien important du gouvernement canadien au cadre de mise en œuvre du PAP 2A pour la relance. Cela démontre aisément que le Canada demeure l'un de nos principaux partenaires bilatéraux en matière de coopération au développement. La dernière visite du Premier ministre Trudeau au Sénégal en est une parfaite illustration. Nos deux pays se doivent donc de consolider cette dynamique en mettant surtout l'accent sur l'investissement privé au regard des nombreuses opportunités offertes par le PAP 2A. Il s'y ajoute les perspectives de diversification de notre économie grâce aux futures ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le gouvernement, pour conforter ces perspectives, s'investit dans les réformes phares concernant divers secteurs stratégiques afin de mettre en place un environnement attractif. Au-delà des réformes, c'est toute une vision qui vise à renforcer les connectivités terrestres, aériennes et maritimes, mais également à cartographier le pays en pôle urbain pour un habitat décent, en plateforme industrielle pour des entreprises compétitives et en agropole pour la transformation des produits locaux. J'invite donc les investisseurs canadiens à s'intéresser au nouveau modèle de partenariat public-privé qu'offre le Sénégal. Nous venons de terminer une réforme des PPP pour une meilleure flexibilité, pour plus de participation, bien sûr, du secteur privé local, mais surtout pour une meilleure préparation des projets à présenter aux investisseurs. Enfin, je souhaite plein succès à vos travaux et reste persuadé qu'au sortir de cet événement, nous aurons tous contribué aux réflexions sur les perspectives de renforcement de la coopération entre nos deux pays en faisant du secteur privé un levier fondamental de la relance de nos économies. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.
Merci, Excellence, Monsieur le ministre, de ce discours très, très important. Nous retenons que l'économie du Sénégal était sur une excellente trajectoire, comme le monde entier, et le Covid a eu un impact, mais ça ne change pas le fait que cette trajectoire a été construite sur plusieurs années de stabilité et de travail excellent qui a été fait dans la construction de cela. Donc, nous retenons aussi qu'il y a un portefeuille de 30 milliards de dollars canadiens en partenariat public-privé, justement pour cette relance économique. Donc, j'attire l'attention ici des investisseurs canadiens qui sont avec nous ici, que c'est un pays qui, comme vous le constatez et comme vous le savez, comme nous le savons tous, a non seulement un leadership, mais a montré un exemple et aujourd'hui, il est ouvert à ce nouveau modèle de partenariat public-privé innovant que le ministre a bien voulu étayer ici pour nous. Donc, merci encore, Excellence, Monsieur le ministre, pour ces mots et ce discours très important que j'espère et je suis sûr n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, je profite maintenant de l'occasion en direct de Dakar pour présenter Monsieur Christine Azarian du service délégué des délégués commerciaux du Canada au Sénégal et les panélistes. Monsieur Azarian est conseiller donc dans ce service. Il apporte à son poste une expérience impressionnante de toute l'Afrique. Au cours de son précédent poste, il a également travaillé avec le président de la Chambre de commerce lors de la convention Africom, si je me souviens bien, qui se tenait tous les mois de novembre. Alors, Monsieur Azarian, je vais vous laisser présenter nos intervenants. La place est à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, distingués invités, participants et panélistes. Alors, nous allons débuter ce panel sur la nouvelle orientation politique économique du Sénégal, qui fera intervenir donc deux principaux panélistes. Nous allons commencer par présenter M. El Hadj Ibrahima Mané, d'ingénieur de conception en génie civil de l'École polytechnique de Thiès. Il dispose également de titres de formation complémentaires en ouvrage d'art, en ingénierie financière et partenariat public-privé et régulation dans les infrastructures de transport de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris, Université de Californie et des modules en master en management aéroportuaire à l'ENAC. Monsieur Mané dispose de 20 années d'expérience dans le management des grands projets au Sénégal. Et il enregistre des références dans la conception et construction de plusieurs grands bâtiments et ouvrages dans la sous-région. Il a été le chef de projet, puis le coordinateur général et le directeur général adjoint du nouvel aéroport international Blaise Diagne du Sénégal, qui a coûté environ 1 milliard de dollars US. Et depuis septembre 2019, M. Mané est le directeur général au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, en charge de la coopération, des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats publics-privés. Alors, nous allons voir une petite présentation de M. Ibrahima Mané, puis j'introduirai ou présenterai plutôt, excusez-moi, notre seconde panéliste avec une présentation également d'elle. Puis nous mènerons une petite question de questions et réponses que j'animerai avec quelques questions pour Monsieur Mané et mes participants seront invités à poser leurs questions via le chat room que je pourrai poser donc aux intervenants. Alors, merci beaucoup et nous pouvons passer à la présentation de Monsieur Mané. Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Bon matin. Après le discours délivré par son Excellence le ministre Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, je souhaiterais m'associer aux remerciements et aux félicitations à l'endroit de Madame l'ambassadeur, Madame Bampassi, et l'ensemble de son équipe pour l'organisation de la première édition des réunions économiques virtuelles du Sénégal au Canada.
mais également remercier l'audience et exprimer toute ma satisfaction d'être dans ce panel au nom du Sénégal. Et avant de faire ma présentation, je voudrais quand même rappeler que dès son accession à la magistrature suprême en 2012, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé d'adopter un nouveau modèle de développement qui constitue aujourd'hui le cadre des référentiels des politiques économiques et sociales au nom d'une stratégie qui s'appelle le Plan Sénégal émergent. Le Plan Sénégal émergent, dit PSE, est adossé à une vision d'un Sénégal émergent d'ici l'horizon 2035 avec une solide économie, une société solidaire dans un état de droit. Ce plan Sénégal émergent est axé sur 3 axes: la transformation structurelle de l'économie, la promotion du capital humain, mais également une bonne gouvernance. Ce document est tout à fait accessible et j'invite l'ensemble aujourd'hui de l'audience à accéder à travers Google, en tout cas, à cette stratégie qui permet en tout cas de retracer un peu tout ce diagnostic de notre économie sur les dernières décennies. Donc, je m'en vais vous faire cette présentation du PAP 2A et je tiens à rappeler que le plan Sénégal émergent est adossé à des plans quinquennaux. Et donc, le premier, le PAP 1, le plan d'action prioritaire 1, couvre la période de 2014 à 2018 et je m'en vais vous présenter le PAP 2A qui couvre la période 2019-2023. Alors, ce plan PAP 2 aujourd'hui est dit PAP 2A, donc ajusté et accéléré pour la relance de l'économie. Ma présentation va très facilement le justifier, puisque comme l'ensemble des économies du monde, nous avons été impactés par cette crise sans précédent de la COVID-19 qui a impacté notre économie et qui demande aujourd'hui la prise en charge très rapide de certaines mesures dans un esprit d'accélération, de réalisation de ces investissements-là. Ainsi, je vais très rapidement vous parler du PAP 1, bien sûr, qui a été un succès depuis le lancement en 2014. Comme vous le voyez dans les différents histogrammes, entre la période 2010 et 2020, nous avons quasiment doublé notre PIB et dans les investissements directs étrangers, nous avons quasiment quadruplé à partir de 2013 le pourcentage enregistré des investissements directs étrangers. Mais il est à retenir également ce taux de croissance économique entre 2014 et 2019 qui est supérieur à 6%, ce qui place le Sénégal parmi les économies les plus dynamiques du continent africain. Alors, les principaux enseignements du PAP 1, 2014-2018, c'est principalement ce que je viens d'expliquer, donc la performance macroéconomique robuste, un rattrapage infrastructurel et une politique territoriale inclusive. Effectivement, le retard infrastructurel en Afrique n'est plus à démontrer, mais il fallait coupler à la fois construire le backbone d'infrastructures structurantes économiques comme les autoroutes, les aéroports, mais également y aller dans un esprit de réduction des disparités territoriales en lançant un ensemble de réalisations d'infrastructures, certainement d'accès aux services de base comme l'éducation, la santé, l'électricité, et qui permettront également, bien sûr, de faciliter la productivité et la production également dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Et donc, dans les objectifs et les défis, c'était bien entendu de prolonger ces réalisations, de les capitaliser, mais de les consolider, tout en ayant de plus en plus une économie forte et inclusive et résiliente pour le bien-être des populations. Bien sûr, un développement du secteur privé national assez fort et international par des promotions de secteurs comme l'économie numérique, mais également sans oublier le développement du capital humain. Alors, la crise de la COVID nous a impacté, comme vous le voyez très rapidement sur cette slide-là. En Afrique, l'Afrique a connu une récession de manière globale. Dans nos dernières évaluations avec le FMI, nous n'avons pas connu de récession au Sénégal. Nous avons un taux de croissance qui avoisine en tout cas les 1,5% contre les 5,3% qui étaient programmés pour l'année 2020. Et grâce à une année pluvieuse et une agriculture aujourd'hui qui a fait ses produits. Alors,
En termes, bien sûr, d'impact, je pense que tous les secteurs ont été impactés, mais le secteur tertiaire a été le plus impacté au Sénégal. Pour atténuer justement la crise, le gouvernement a pris certaines mesures en mettant le plan de résilience économique et sociale avec un fonds force Covid de plus de 1 000 milliards qui a été mis en place et qui a été principalement basé sur 4 piliers, donc le renforcement du système sanitaire, donc la riposte contre la pandémie, renforcer la résilience des populations vulnérables, bien sûr avec la prise en charge de l'aide alimentaire, la prise en charge des factures et l'appui à la diaspora également et le soutien des pêcheurs et éleveurs dans l'artisanat. La préservation de la stabilité, bien sûr, macroéconomique. Il fallait que les entreprises continuent à fonctionner et une loi a été prise même pour le maintien de l'emploi dans ce sens-là. La sécurisation de l'approvisionnement, tout en sachant que les différentes chaînes de production et d'approvisionnement ont été interrompues à cause de cette pandémie et la fermeture des frontières. Donc, à l'instar de plusieurs pays, le Sénégal, en Afrique, a investi plus de 7% de son PIB pour faire face, en tout cas, à cette pandémie, et ce qui nous place comme le deuxième pays en Afrique qui a le plus mis en termes de taille des mesures de réponse en pourcentage du PIB. Mais également, je tiens à dire que nous avons été classés comme deuxième pays sur une trentaine de pays qui ont fait l'objet d'un ranking et que nous sommes assez fiers d'être derrière la Nouvelle-Zélande comme l'un des pays qui a le mieux géré la crise de la COVID-19. Alors, bien sûr, ces crises a révélé un ensemble d'enseignements et de faiblesses de l'économie et donc d'où cet ajustement du PAP 2 pour les enjeux de la relance. Et donc, pour nous, il s'agit d'accélérer la souveraineté alimentaire, donc en renforçant l'autonomie sur les produits de base, les céréales, le lait, etc., la viande, etc., et stimuler le consommé local, donc le Made in Sénégal, dans les produits où, en tout cas, nous avons le potentiel pour un certain développement. La souveraineté sanitaire, donc il y a un grand plan d'investissement du secteur de la santé, mais également l'industrie pharmaceutique parce que nous importons beaucoup de produits pharmaceutiques, principalement d'Asie. Et là, il y a une opportunité de développer une industrie pharmaceutique locale et qui pourrait même servir pour la sous-région. L'industrialisation de l'économie, je pense que la valeur ajoutée au niveau de la production, c'est la transformation. Et nous avons aujourd'hui un grand potentiel dans les secteurs de l'agro-industrie et, comme on l'a dit plus précédemment, la pharmacie. La transformation digitale de l'économie, on ne pourrait pas parler de l'économie sans parler du digital aujourd'hui. Nous avons la chance de pouvoir tenir à distance un tel événement grâce justement à l'évolution du digital et principalement dans les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé et l'administration pour pouvoir les rendre plus résilients face à d'éventuelles crises qui pourraient apparaître à l'avenir. Le développement du secteur privé, un de nos principaux, je dirais, moteurs, parce que c'est les moteurs de la croissance et de l'économie, surtout de cette phase 2 du PAP, et un ensemble de réformes ont été prises, principalement la réforme sur les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, c'est avec notre ministère et principalement ma direction générale que nous avons élaboré un nouveau cadre de réforme sur les PPP, les partenariats publics-privés, et la loi aujourd'hui sur les PPP a été promulguée au mois de mars dernier et le décret est presque en signature, je dirais. Donc, le développement du tourisme local et régional, donc le tourisme endogène, il y a bien sûr beaucoup de sites au Sénégal à découvrir. Et je pense que nous-mêmes, Sénégalais, nous avons beaucoup de choses à découvrir, des richesses de notre pays en termes de tourisme culturel, mais également tourisme balnéaire, comme le Sénégal le sait, avec sa petite côte et sa grande côte qui sont déjà connues. Le renforcement de la protection sociale, c'est un point très important et un axe principal stratégique du PSE, en élargissant bien sûr les mécanismes de protection au profit des populations les plus vulnérables. L'ajustement du PAP 2, comme j'ai eu à l'expliquer, donc c'est rétablir cette trajectoire initiale du PSE, comme on l'avait expliqué dans sa phase 1, nous avions du PAP, nous avons enregistré plus de 6%. L'idée, c'est de rétablir avec les nouveaux défis qui sont nés de la crise pour un véritable développement endogène porté par un secteur privé fort avec l'implication de tous les acteurs.
Donc, je rappelle que les nouveaux défis, c'est bien sûr la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Notre balance commerciale est négative à travers l'industrialisation et durable et inclusive, l'accélération de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, la consolidation de la protection sociale et bien sûr tout ceci porté par un secteur privé innovateur et résilient qui permettrait d'amener les différents secteurs au niveau escompté. Bien sûr, nous avons un PAP 2A qui est dimensionné à 14 712 milliards de francs CFA, plus d'une vingtaine de milliards, en tout cas, je dirais pas loin des 25 milliards de dollars canadiens, mais également qui est axé et arrimé aux différents axes stratégiques du PSE, à savoir principalement la transformation structurelle, le capital humain et la gouvernance. Et bien sûr, nous avons 39% de cet investissement-là sur la période 2021-2023 qui devrait être réalisé soit par des projets typiquement privés ou des projets PPP. Donc, la prochaine slide montre cette répartition suivant les secteurs. En bleu, vous avez les opportunités qui sont offertes au secteur privé. Et bien sûr, en couleur vert foncé, vous avez les opportunités, en tout cas, et les investissements à réaliser par le public. Donc, ici, les secteurs prioritaires, c'est qu'un rappel. Donc, les différents secteurs prioritaires qui sont les trois souverainetés, mais la promotion des zones économiques et plateformes industrielles. Nous avons aujourd'hui des projets d'agropôle au niveau du centre et agropôle au niveau du sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Et l'idée, c'est de réaliser justement à travers des zones qui bénéficient de certaines incitations fiscales et douanières, des investissements qui amèneraient de la valeur ajoutée dans des approches de chaîne de valeur. La transformation digitale, comme j'ai eu à l'expliquer, le tourisme et le transport aérien et les autres secteurs clés. Nous avons des projets importants dans l'urbanisme et l'habitat. Nous avons un projet de 100 000 logements sociaux aujourd'hui, qui est un projet phare, et d'autres projets à réaliser comme des centres de formation professionnelle. Donc, ici, les différentes slides montrent, je passe rapidement sur ces différentes slides, mais montrent les différentes opportunités d'investissement qui s'offrent, suivant les secteurs, mais également les réformes qui sont prises pour adresser et permettre une certaine attractivité de ces investissements-là. Donc, ceci étant dit, nous avons designé des mécanismes de financement assez innovants et ils sont au nombre de 4. Un mécanisme d'accès au financement pour les PME et les grandes entreprises de plus de 300 milliards de francs CFA, un mécanisme de 100 milliards pour le secteur de l'informel aujourd'hui qu'on va formaliser, un mécanisme de fonds communs de placement à risque qui intéresse la diaspora principalement, c'est-à-dire de pouvoir mettre l'épargne, mobiliser une certaine épargne dans des projets brownfield qui sont en cours d'exploitation et qui révèlent une certaine rentabilité. Mais également un fonds d'appui à la préparation des PPP. Comme vous le savez, souvent nos projets souffrent de leur phase de développement qui ne sont pas assez matures et qui ne permettent pas d'intéresser en tout cas directement un secteur privé qui serait prêt à investir. Et donc, ces différents mécanismes sont adossés à des réformes. Comme vous le savez, le Sénégal rentre dans sa phase 3 du PREACT. Le PREACT, c'est le programme des réformes pour l'attractivité et la compétitivité. Le Doing Business aujourd'hui, 2020, place le Sénégal comme 123e pays réformateur sur les 190. Et le grand pas des géants que nous avons fait entre l'année 2019 et l'année 2020 prouve que le Sénégal a le potentiel d'entrer dans le top 100 des pays réformateurs, en tout cas d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Le Compact with Africa, qui est une réforme aujourd'hui très importante adressée pour les PME, le développement des PME au Sénégal. Mais bien sûr, la fiscalité qui est tout le temps en réflexion et en tout cas en amélioration perpétuelle avec la stratégie de recettes à moyen terme. La loi sur les PPP et le développement du secteur privé que nous portons au niveau du ministère de l'économie qui est en cours et également les autres instruments de soutien au secteur privé et la protection sociale, comme j'ai eu à l'expliquer du secteur de l'informel. Adossé à tout ceci, il y a, et je tiens à rappeler que l'exécution du PAP 2A est suivie vraiment au niveau le plus haut de l'instance gouvernementale, à savoir la présidence de la République, à travers des réunions périodiques,
un suivi aussi très rapproché de l'exécution de projets et des réformes phares du PSE, avec des évaluations périodiques, et différents comités de gestion et les ministères sectoriels et les agences aussi qui ont la responsabilité de la mise en œuvre. Donc, merci pour cette attention-là. Je tiens juste à rappeler et à citer le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui dit le message aux investisseurs qu'il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'exclusion. Nous ne sommes pas une chasse gardée, en tout cas au Sénégal, d'un pays. Nous sommes un pays qui s'ouvre au monde, un pays qui est connecté au monde, un pays qui est très attractif et un pays qui cherche à nouer des deals, les meilleurs deals qu'ils soient, et durables, dans un esprit vraiment de win-win. Je vous remercie de votre attention encore une fois et reste mobilisé en tout cas pour toute question et éclaircissement pendant cette réunion virtuelle ou même après cette réunion virtuelle, nous restons disposés pour répondre. Merci. Merci pour cette présentation, Monsieur le Directeur Général Mané. Nous vous remercions pour cette ouverture au monde et cette ouverture pour un commerce inclusif également. Je vais maintenant présenter notre seconde panéliste qui est Madame Evelyne Dio-Simpa, qui est la directrice exécutive de WIC Capital, le premier fonds d'investissement dédié aux femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest francophone. WIC Capital a été mis en place par le Women Investment Club Sénégal, un groupe de 86 femmes issues du secteur privé. Evelyne est également membre des conseils d'administration de plusieurs sociétés et membre de comités d'investissement de plusieurs fonds d'investissement. Avant de rejoindre WIC Capital, elle a travaillé pour le Fonds souverain pour les investissements stratégiques du Sénégal, connu sous le nom de Fonds 6, où elle a mené plus de 100 millions d'euros de transactions dans différents secteurs d'activité, dont l'industrie, les énergies renouvelables et l'agriculture. Auparavant, elle a aussi travaillé pour l'inspection générale du groupe Société Générale, où elle a participé à plusieurs missions de conseil et d'audit en France et à l'étranger. Alors, je vous en prie, nous allons maintenant écouter la présentation de Madame Simpa. Bonjour à tous, je suis Evelyne Dio-Simpa, je suis la directrice exécutive de WIC Capital, le fonds d'investissement mis en place par le Women's Investment Club. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et d'avoir cette belle opportunité de vous présenter notre initiative et notre fonds d'investissement. Alors, WIC Capital, premier fonds d'investissement d'Afrique de l'Ouest francophone qui cible exclusivement les femmes entrepreneurs. Tout est basé sur les différents constats que nous avons faits au moment de lancer le Women Investment Club. En Afrique subsaharienne, les inégalités entre les genres coûtent chaque année approximativement 95 milliards de dollars au continent. Et ce coût est largement expliqué par le fait que les femmes dans la région ne sont pas en mesure d'atteindre leur plein potentiel économique. Et lorsqu'on prend l'exemple du Sénégal spécifiquement, l'entrepreneuriat féminin représente encore une vaste source inexploitée de création d'emplois et de croissance économique. Le taux d'entrepreneuriat féminin aujourd'hui au Sénégal est assez élevé comparativement au reste du monde. On a 31,3% des chefs d'entreprise qui sont des femmes, mais selon nous, ce taux reste insuffisant lorsque nous comparons à la population masculine. À titre d'exemple, les femmes sont beaucoup moins employées aujourd'hui que les hommes, avec un taux emploi-population de 57% à peu près pour les femmes contre 80% à peu près pour les hommes. Et donc, quand on revient aux entreprises dirigées par les femmes, on constate que l'accès au financement reste très limité et souvent réduit et restreint aux mécanismes de financement traditionnels comme les banques et les institutions de microfinance. Et souvent d'ailleurs, ces femmes, les besoins de ces entreprises se situent au milieu entre ce que les microfinances peuvent fournir et ce que les banques sont en mesure de faire. Elles sont en plein dans la problématique du missing middle, avec des besoins qui sont un peu plus gros que ce que les institutions de microfinance peuvent fournir, et elles restent quand même assez informelles, trop informelles et trop risquées pour les banques. Et donc, c'est vraiment ça qui a conduit des femmes
du secteur privé majoritairement, mais on a des femmes de tout horizon. C'est ça qui nous a conduit à mettre en commun nos ressources financières, notre expertise, pour apporter des solutions à ces problématiques que rencontrent les femmes entrepreneurs. Et cette initiative, aujourd'hui, regroupe le Women Investment Club, particulièrement, regroupe 90 femmes au Sénégal et une vingtaine de femmes en Côte d'Ivoire, qui est un des pays d'activité de WIC Capital. Et les différents constats que nous avons eus au moment de mettre en place le fonds sont encore aujourd'hui exacerbés par la crise Covid, qui a accru les inégalités et les différents défis, et qui renforce l'importance et l'urgence qu'il y a à développer des fournisseurs de capital locaux, comme WIC Capital, qui s'assurent que le capital continue d'aller vers ces entreprises qui sont sous-desservies par les marchés financiers classiques, et surtout que ces entreprises continuent d'avoir accès à de l'assistance technique pour assurer leur résilience et leur croissance. Donc très concrètement, nous, face à Covid, la réponse de WIC Capital, c'est de continuer de catalyser du capital local et international, privé et public, pour le fournir au bénéfice des entreprises dirigées par des femmes dans nos régions. Et au-delà des challenges que je viens de décrire, nous pensons qu'il y a une réelle opportunité. Lorsqu'on regarde les entreprises dirigées par des femmes, il y a une opportunité d'investissement qui est forte. Aujourd'hui, on sait, il y a énormément d'études qui montrent que les entreprises dirigées par des femmes extériorisent une meilleure performance. Une étude récente de McKinsey a démontré qu'en Afrique, des entreprises avec une forte représentation des femmes dans leur comité exécutif ont extériorisé un EBIT 14% plus élevé que la moyenne. Les entreprises dirigées par les femmes sont également moins risquées. Énormément d'études également ont confirmé le fait que les femmes, lorsqu'elles avaient des crédits, avaient été plus fiables et remboursées mieux que leurs pairs masculins. Et enfin, il y a un effet multiplicateur en termes d'impact social. Lorsqu'une femme dans un pays sous-développé, dans un pays en développement, lorsque les femmes ont des revenus, elles investissent 90% de ces revenus dans des dépenses pour leur famille, en santé, en éducation et des dépenses d'alimentation, contre 30 à 40% pour les hommes. Donc c'est vraiment cela qui a poussé le groupe de femmes du Women Investment Club à se constituer et à se mobiliser. La vision du WIC, lorsqu'elle a été mise en place, la vision du WIC était d'apporter aux femmes entrepreneurs un accès privilégié aux outils de financement moderne, avec les objectifs de mettre en place des véhicules d'investissement, des véhicules de financement innovants, promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership féminin et arriver à un développement social inclusif pour nos pays. Et donc, cette vision, nous l'achevons comment? Nous l'achevons à travers 3 mécanismes. D'abord, on a d'une part le Women's Investment Club, qui est un club d'investissement où les femmes ont mis en commun leurs ressources. À ce jour, c'est plus de 800 millions de francs CFA, donc environ 1,5 million de dollars, qui ont été mobilisés et investis dans la bourse régionale ou dans WIC Capital. Donc ça, c'est le premier volet de l'activité. Et donc, un des éléments clés du club d'investissement à retenir, c'est également le fait que ça permet une implication plus forte de femmes dans les marchés financiers. Le deuxième volet est le fonds WIC Capital que je gère. C'est un véhicule de 20 millions de dollars à terme qui a été financé initialement par le club d'investissement et qui fonctionne en fonds syndiqués. Je vais revenir un peu plus sur la notion de fonds syndiqués plus tard, sur une slide dédiée. Et donc, le WIC Capital investit des tickets qui vont entre 50 000 $ et 250 000 $ dans des entreprises women-led, dirigées par des femmes, qui ont entre 1 an et 5 ans d'existence et qui ont un fort potentiel d'impact, qui sont innovantes et qui sont rentables. Parce qu'il s'agit d'investissements sous la forme d'equity et de quasi-equity.
Je reviendrai également sur un peu plus sur la stratégie d'investissement. Le troisième volet d'activité, c'est la WIC Academy, qui a été lancée récemment en mars 2021. C'est une structure d'assistance technique dédiée, également qui cible exclusivement les femmes entrepreneurs et qui apporte un programme de pré-investissement, donc renforcer l'investment readiness de ces entreprises dirigées par des femmes, mais qui apporte également un appui post-investissement pour les sociétés du portefeuille de WIC Capital. Donc je vais faire un petit focus sur WIC Capital, qui est le véhicule d'investissement du club, de Women Investment Club. Alors WIC Capital, sa thèse d'investissement est la suivante: c'est renforcer significativement la performance des entreprises dirigées par les femmes en jouant sur un triptyque. D'abord, les réseaux d'affaires, mettre à disposition des femmes que nous accompagnons des réseaux forts, l'assistance technique, donc à travers la WIC Academy notamment, et également à travers l'appui de nos membres et de nos investisseurs. Donc c'est 90 femmes au Sénégal et une vingtaine en Côte d'Ivoire qui mettent à disposition leur expertise à travers des boards, des conseils d'administration, en étant elles-mêmes directement investisseurs des entreprises que nous accompagnons. Et le troisième volet du triptyque de notre thèse d'investissement, c'est apporter du capital approprié pour ces entrepreneurs. Donc ce capital, il est sous forme de capital et de quasi-capital, donc equity et quasi-equity. Et nous, au niveau du WIC Capital, par exemple, nous allons utiliser beaucoup en plus de la prise de participation directe, beaucoup d'outils autoliquidatifs qui vont permettre de générer de la rentabilité pendant toute la vie de notre investissement, mais également permettre à l'entrepreneur de garder l'ownership de son entreprise au moment de notre sortie, ce qui est finalement un win-win. Je reviendrai également dessus. Alors, comment nous avons structuré WIC Capital? Donc, je parlais tout à l'heure de la notion de fonds syndiqués, c'est-à-dire que nous avons d'une part le véhicule d'investissement qui est WIC Capital SAS, où les membres du WIC Sénégal et les membres du WIC Côte d'Ivoire ont investi, mais également où nous mobilisons du capital d'institutionnels et d'individus, ce que nous appelons des high net worth individuals. Donc, à ce jour, le véhicule qui cible 20 millions de dollars, à ce jour, le véhicule a mobilisé 3 millions de dollars qui vont provenir de ces membres-là et aussi de USAID et du FMO, la Banque de développement néerlandaise. Le véhicule d'investissement va toujours co-investir avec soit des investisseurs individuels, des business angels, qui en plus d'apporter du capital sont également prêts à apporter leur appui et leur temps à ces entreprises de leur portefeuille. Et également, nous investissons également avec des fonds. Par exemple, le dernier investissement que nous avons fait dans la société Mourou a été fait avec le fonds Gender mis en place par le fonds 6, le fonds souverain du Sénégal. Et donc, cette approche nous permet d'élargir notre impact tout en partageant nos risques et en nous assurant aussi que l'assistance technique, l'effort d'assistance technique est partagé entre le fonds et les différents co-investisseurs que nous avons. Et donc, tout ça est géré par un fund manager, un gestionnaire de fonds, qui est WIC Gestion SAS, qui a été également mis en place par le Women's Investment Club en 2019. Je parlais tout à l'heure du mode d'investissement de WIC Capital. Donc, on a parlé de l'equity, des tickets d'investissement. Nous investissons dans des secteurs très variés. Nous sommes un fonds secteur agnostique, mais avec un appétit particulier pour les secteurs prioritaires pour l'État du Sénégal, donc qui ont été définis dans le plan Sénégal émergent et aujourd'hui dans le plan de relance. Et nous avons une attention très particulière pour les critères que je vais lister. Donc l'impact, on en a parlé, la création d'emplois, la capacité à renforcer les équipes et puis toute sa chaîne de valeur, la technologie, donc il faut que le projet soit innovant et qu'il utilise la technologie pour renforcer sa productivité ou sa commercialisation par exemple, et la rentabilité bien sûr parce que nous sommes en fin privé avec du capital privé très souvent et donc avec des exigences de remontée de rentabilité à nos actionnaires.
Nous sommes appuyés, donc je vais passer un peu de temps sur la WIC Academy qui appuie le WIC Capital dans sa mission, parce que lorsqu'on investit dans des entreprises qui sont encore un peu informelles, l'appui technique reste très important. Cet appui, il est pré-investissement et post-investissement, et c'est ce que la WIC Academy permet de structurer et de formaliser. Donc, la WIC Academy a par exemple mis en place un centre de services partagés qui permet à ces entrepreneurs d'accéder à des services d'excellente qualité en termes de comptabilité, fiscalité, juridique, donc pour leur permettre de se formaliser à un certain niveau avant même d'entrer dans notre pipeline. Ça offre également du coaching, ça organise le mentorat qui est offert par les membres du WIC. Et on y retrouve aussi des services de conseil en stratégie, de marketing, communication. Bref, tout ce dont une entreprise a besoin en termes de fonction support pour vraiment croître et être solide. La WIC Academy organise également des événements de mentorat, networking, en plus d'appuyer à la levée de fonds. L'objectif étant que pour une entreprise qui suit le programme de pré-investissement, que cette entreprise soit en mesure, à défaut d'accéder à un financement du WIC Capital, d'accéder à un financement bancaire ou d'un autre acteur de la place. Nous avons, pour mettre, afin de concrétiser un peu tout ce que je viens de dire très rapidement sur le fonds, aujourd'hui, nous avons investi dans 4 entreprises, un montant total de $500 000 du fonds directement, mais nous leur avons permis, grâce à notre mécanisme de syndication, nous leur avons permis d'accéder à des financements à hauteur de $1,5 million. Et tout ça a permis de créer 202 emplois dans des secteurs variés. Nous avons investi dans l'industrie avec une société qui recycle des pneus pour en faire du SBR qui est aujourd'hui utilisé par nos différents stades, toutes nos infrastructures sportives qui utilisent du SBR pour faire leur pelouse synthétique et qui aujourd'hui l'importent. Donc aujourd'hui, on a mis en place cette société avec les entrepreneurs, une société qui va venir se substituer à l'import tout en ayant un fort impact écologique en réduisant l'émission de CO2 liées à la disposition de ces pneus usés au Sénégal. Nous avons également investi dans le secteur de la mode, qui est un secteur phare pour l'Afrique, encore sous-exploité, où les femmes sont employées, où il y a toute une chaîne de valeur. C'est un secteur qui tire toute une chaîne de valeur et qui permet aussi à notre culture de rayonner à travers le monde, avec la marque Saraya. Nous avons investi dans les ateliers de Corinne, dans Mourou, qui sont 2 sociétés, l'une dans la pâtisserie et le digital, comment on appelle ça, une activité culinaire digitale, et Mourou qui fait des pains et des pâtisseries à base de céréales locales dans une optique de promouvoir la consommation de céréales locales, mais aussi une alimentation saine à travers ces céréales, avec un fort impact sur les femmes avec lesquelles on travaille, aussi bien en amont qu'en aval de sa chaîne de valeur. Et donc, avant de finir, un petit focus sur nos partenaires, sans qui nous n'aurions pas été ici, bien sûr. Si WIC Capital et WIC Academy sont là aujourd'hui, bien sûr, c'est grâce aux 90 membres du WIC, mais c'est surtout également grâce à l'appui financier et technique de nos partenaires. D'abord, je vais commencer par le partenariat avec l'État du Sénégal, qui date du début, depuis le début. L'État du Sénégal, à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide, a mis à notre disposition une ligne d'$1 million au bénéfice des sociétés que nous finançons. Donc, c'est une ligne de cofinancement en dette à un taux très compétitif et vraiment très intéressant pour ces entreprises que nous accompagnons. Là, nous travaillons également avec la DER dans l'accompagnement technique de ces entreprises-là. Nous travaillons beaucoup avec des structures comme le FONGIP, le Bureau de mise à niveau, qui nous permettent d'identifier des entreprises déjà appuyées par l'État, qui aujourd'hui ont besoin d'un accompagnement financier supplémentaire pour investir. À titre d'exemple, nous leverageons beaucoup les services de l'État pour accéder aux entrepreneurs qui sont en dehors des régions, en dehors de Dakar, donc dans les régions. Et la dernière due diligence que nous avons faite en dehors de Dakar avant Covid était dans la région de Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal, et nous avons utilisé les locaux du FONGIP, qui est un fonds de garantie,
pour rencontrer des femmes entrepreneurs, mais aussi nous sollicitons leur expertise, leur connaissance de la région pour orienter aussi nos analyses. Donc j'ai parlé du co-investissement que nous venons de faire avec le fonds 6, avec le WIF Fund, qui est un fonds assez similaire avec Capital, dans le sens où leur objectif est de renforcer l'entrepreneuriat féminin. Donc nous avons co-investi dans la société Mourou et nous aurons sans doute d'autres opportunités de financement, de cofinancement à l'avenir. Au niveau international, nous avons pu être lancés grâce à une subvention du USAID PACE, qui a pu couvrir les coûts de fonctionnement de la société de gestion pendant ses premiers mois d'existence. Nous avons une première ligne de perte, donc un first loss capital du FMO, la Banque de développement néerlandaise, et aussi de USAID à travers leur programme Invest. Et enfin, nous avons travaillé avec l'ONG ADA et nous avons un de nos partenaires phares qui est Dalbert, qui est également un partenaire financier et technique. Donc voilà, pour finir, j'aimerais finir juste pour faire un petit récap sur un petit récapitulatif sur le fonds et inviter les investisseurs qui sont dans l'Assemblée à nous rejoindre dans cette aventure pour le développement inclusif du Sénégal. Nous sommes un fonds de 20 millions de dollars où les membres du WIC ont déjà investi à environ 1,5 million de dollars, donc une initiative purement locale qui a été portée et qui est en train d'être développée par le secteur privé local et qui a besoin aujourd'hui de beaucoup plus de capital international, privé ou public pour renforcer son impact dans le pays. Donc le fonds est un fonds ouvert dont le capital sera réinvesti afin de générer encore plus d'impact, mais où tous les gains générés, donc tout ce qui est plus-value de cession et intérêts générés, dividendes perçus, seront directement remontés à nos investisseurs. Merci de votre attention. Je reste à l'écoute de toutes questions, je suis à votre disposition. Merci encore pour l'invitation. Au revoir. Merci beaucoup, Madame Simpa. Alors, bienvenue à ce panel qui a pour objectif donc de faire ressortir les avantages de faire des affaires et puis d'investir au Sénégal et notamment de mettre en exergue un petit peu les similitudes ou les visions communes entre les gouvernements du Canada et du Sénégal, notamment en relation avec le secteur du numérique, les énergies propres et le commerce inclusif, donc la participation de tous au commerce dont vous venez de démontrer un exemple. Je rappelle aux participants donc que c'est votre temps, votre moment de poser donc les questions via le chat room. Donc si vous en avez, vous avez donc une oreille attentive ici et la possibilité donc d'avoir des représentants sénégalais du secteur privé et public donc qui peuvent y répondre et nous pourrons certainement prendre en note les questions additionnelles qui pourraient être posées qui n'auraient pas le temps d'être répondues ici. Je vais voir les questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions posées tout à l'heure qui commençait, je n'y ai plus accès, mais je vais commencer par une question, tout simplement peut-être plus pour Monsieur Ibrahima. Monsieur Ibrahima Mané, vous avez deux des objectifs dans votre présentation de la phase 2 du PAP visent à promouvoir un secteur privé fort et le développement d'une économie numérique. Qu'attendez-vous des entreprises étrangères dans ce sens? Et comment peuvent-elles favoriser l'atteinte de cet objectif? Merci Christin et merci à toute l'audience pour cette première phase. Alors, effectivement, votre question, qu'attendons-nous des entreprises étrangères? Nous avons expliqué à travers la présentation que le PAP 2A a presque prévu plus de 10 milliards de dollars canadiens d'investissement dans sa phase 2 et qu'aujourd'hui, nous avons expliqué les secteurs prioritaires qui sont visés aujourd'hui par l'État
dans le cadre de ce PAP 2A. Et je rappelle que le PAP 2A est bien entendu un portefeuille de projet en réalité. Donc, ce portefeuille de projet, il sera accessible et partagé avec vous, les collègues de l'ambassade, de telle sorte que cette liste de projets puisse être accessible par les investisseurs qui seront intéressés selon leurs compétences et selon leur domaine. Alors, ce que nous attendons, bien sûr, les entreprises étrangères, il est clair qu'elles ont de la capacité, à la fois de la capacité technique et de la capacité financière que nous n'avons pas forcément au niveau du marché local. Je tiens à préciser que les dernières enquêtes faites par l'Agence nationale de la statistique et de développement en 2017 révèlent principalement que sur les 408 600 unités d'entreprise, nous avons quasiment 2000 entreprises qui détiennent 80% du chiffre d'affaires. Nous avons presque 95% des unités d'entreprise qui sont versées dans le secteur de l'informel. Je pense qu'Evelyne a eu à l'expliquer en ce qui concerne les femmes chefs d'entreprise. Et nous avons une difficulté pour les PME qui disparaissent, 65% presque disparaissent après 3 ans. Partant de ce diagnostic-là, j'ai eu à vous présenter ces quelques mécanismes de financement qui sont accessibles, même pour les investisseurs aujourd'hui qui seraient étrangers, qui souhaiteraient s'installer. Mais ce que nous attendons aujourd'hui de ces investisseurs-là, c'est d'abord de croire au Sénégal avec une perception qu'il est possible d'investir au Sénégal et d'avoir un retour sur investissement. La perception serait basée sur d'abord la stabilité politique qui est connue du Sénégal. Le Sénégal est connu comme une grande démocratie. Elle n'est plus à démontrer. Cette stabilité un peu monétaire, une population jeune, presque 70% de la population est en dessous de 35 ans. Et donc, ça veut dire ouverte au changement, ouverte à la formation. Et nous insistons beaucoup dans le cadre des contrats et des deals qui sont noués avec les entreprises étrangères sur le transfert de compétences. Donc, l'idée, ce n'est pas évidemment pour ces investisseurs de venir s'installer au Sénégal et de faire venir que de l'expertise de l'étranger. Il y a de l'expertise locale, il y a de l'expertise à former dans le cadre d'une perception d'un développement durable. Et évidemment, le numérique aujourd'hui et le digital sont prévus comme étant des secteurs prioritaires. Le Sénégal a déjà défini sa stratégie numérique à l'horizon 2025. Et aujourd'hui, cette stratégie-là, comme l'ensemble des infrastructures de la phase 1 du PSE, l'État a beaucoup investi de telle sorte que le backbone en termes d'infrastructure, en termes de fibres optiques, en termes d'équipement, soit présent, de telle sorte à permettre un accès ouvert et abordable aux réseaux et aux services du numérique, permettre également aujourd'hui avec cette administration qui est en mutation aujourd'hui, d'être connecté et être au service justement des citoyens et des entreprises. Également une promotion de l'industrie numérique innovante et créatrice de valeur. Comme vous le savez, aujourd'hui, la gestion de la donnée est quelque chose de très important. Et souvent, dans nos pays, nous pêchions à l'époque par manque de données. Aujourd'hui, les décisions politiques et étatiques doivent se baser sur l'analyse des données. Et donc, data-driven, comme on dit, decision-making. Et donc, évidemment, la diffusion, bien sûr, du numérique à travers les secteurs prioritaires, que ce soit dans la santé et autres secteurs qui ont été définis comme secteurs prioritaires. Donc, aujourd'hui, en résumé, nous attendons que les entreprises étrangères et les entreprises canadiennes viennent et soient encadrées, bien sûr, par les gouvernements. Parce que c'est important de ne pas laisser les entreprises de venir toutes seules peut-être à l'aventure au Sénégal, mais d'être encadrées dans le cadre de comités mixtes, comme cela existe dans le cadre de la coopération, où on peut recevoir à travers ce genre de comité et ce genre de forum des investisseurs en groupe pour qu'ils viennent et qu'on leur présente les avantages sur les secteurs sur lesquels ils ont vraiment de l'intérêt. C'est ce que je donnerai comme première réponse. Merci beaucoup, directeur général Manet, pour cette réponse et puis cette proposition de commission mixte. Madame Dio Simpa, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette réponse, s'il vous plaît, votre perspective? Alors, la réponse de Monsieur le directeur général a été très complète. Si je peux peut-être mettre l'accent sur une attente que nous avons, ce serait peut-être plus d'investissement en dehors du secteur extractif,
Dans les présentations et discours qui ont commencé la réunion, on a vu que les échanges entre le Sénégal et le Canada restaient encore limités. On parle de 100 millions de dollars en termes d'échanges commerciaux. Globalement, les investissements du Canada en Afrique font un peu moins d'1% de leurs investissements sur d'autres zones géographiques. Je sais qu'il y a une volonté très forte du Canada de renforcer ces investissements-là. Nous les invitons à aller voir en dehors du secteur extractif, dans le secteur financier, et donc des secteurs très larges comme l'agro-industrie, qui est très porteuse pour le continent, spécialement pour le Sénégal. Et une des façons de le faire, ce serait d'investir à travers un fonds comme Week Capital, qui est secteur agnostique et qui leur permettrait d'accéder à des entreprises prometteuses tout en limitant et mitigeant le risque. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dio. Et donc vous avez mentionné des fonds de type Week Capital, donc qui sont concentrés donc justement sur les investissements de compagnies gérées par des femmes. Par rapport à ça, comme je le disais tout à l'heure, nos deux gouvernements visent tous deux à promouvoir l'essor d'un commerce inclusif et l'essor de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'il y a d'autres choses en place au niveau du Sénégal pour encourager cela? Oui, au niveau du Sénégal, il y a réellement une très forte volonté de l'État de booster l'entrepreneuriat féminin, parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience du potentiel que ça représente en termes d'impact économique et social. Le premier acteur qui est vraiment incontournable, une initiative de l'État, ça reste la délégation à l'entrepreneuriat rapide, qui encourage l'innovation, l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Au niveau du secteur privé, il y a bien entendu, je vais encore prêcher pour notre paroisse, bien entendu le Women Investment Club, qui est une initiative ancrée localement, portée par des femmes, majoritairement du secteur privé, et aujourd'hui qui est ouverte à tout le monde. Comme je l'ai dit dans la présentation, des investisseurs locaux, internationaux, privés, publics, pour organiser cette démarche d'investir dans les femmes entrepreneurs, parce qu'on l'a vu, ça reste quand même deux petites entreprises, encore early stage, donc tout est encore naissant. Il y a énormément de travail en termes d'appui technique à apporter que nous organisons via la Week Academy. Et donc voilà, pour nous, c'est une initiative vraiment inouïe, aussi bien pour l'État du Sénégal que pour des investisseurs étrangers, comme le Canada, qui souhaitent intentionnellement investir sur les femmes. Merci beaucoup, Madame Dio. Simpa, on m'informe que malheureusement, nous sommes déjà au-delà du temps qui était imparti pour cet événement. Alors, je voudrais peut-être informer les participants. Nous avons vu un nombre de questions dans le chat room. Nous allons les prendre en note et elles seront répondues là par email par la suite. Je vais repasser la parole à notre maître de cérémonie. Merci, notre présentateur. Oui, merci. Merci à tous pour cet excellent échange très instructif. Merci encore. Je voulais profiter pour remercier son Excellence, Monsieur le Ministre Hott, Honorable Benyadian. Je voudrais spécialement remercier son Excellence, Madame l'Ambassadeur Bampassi, pour votre leadership. Merci à toute l'équipe aussi, et naturellement à tous nos dignitaires et nos invités pour ce forum. Chers investisseurs, voilà, le Sénégal, ce pays est prêt, comme vous l'avez constaté. Vous pouvez avoir d'autres informations ou plus d'informations de détails en vous approchant de l'ambassade ou de la Chambre de commerce. Comme vous l'avez entendu, le Sénégal est un pays qui s'ouvre au monde et qui est connecté au monde. Le Sénégal, pour certains investisseurs qui ont eu une tendance à parler de risque, le Sénégal, comme l'a dit M. Mané, est prêt de rentrer dans le top 100 des pays les plus attractifs en termes d'investissement dans le monde. Donc, c'est une continuation ou une continuité de ce que ce pays est et a représenté en Afrique au fil des années. Donc, s'il y a effectivement un pays dans lequel vous devez investir en Afrique francophone aujourd'hui de l'Ouest, c'est bien le Sénégal. Vous pouvez commencer par le Sénégal. Je voulais conclure en disant que effectivement, il y a des enseignements après crise. M. Mané a vraiment bien spécifié le fait qu'il voulait rétablir la trajectoire initiale pré-Covid. Souveraineté alimentaire,
sanitaires, pharmaceutiques et tous les projets de la PAP 2A qu'ils ont mentionnés lors de cet échange. Donc, merci encore, mesdames et messieurs. Je voudrais maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter M. Pierre Boivin, membre du comité consultatif de la Chambre. Pierre est associé au sein du cabinet d'avocats canadiens d'un cabinet de premier plan, McCarthy Tétrault. M. Boivin a été un pionnier du commerce et de l'investissement entre le Canada et l'Afrique et siège notamment dans le conseil d'administration d'EDC, de FinDev Canada, CPC Transcom et j'en passe. Son CV est tellement long que on n'aura pas beaucoup de temps. Donc, je vais donner directement la parole à M. Boivin pour conclure ce forum et merci encore à tout le monde. Pierre, à toi. Oh, Pierre, tu es muté. Merci, Jacques. Désolé pour le mute. Un classique. Alors, écoutez, c'est un grand plaisir et un grand privilège de prendre la parole aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle l'implication du Sénégal au sein de la Chambre et quel bel événement qui a été tenu aujourd'hui. Sur une toile de fond de collaboration économique, je peux témoigner personnellement du dynamisme, de l'esprit de collaboration et de l'accueil du Sénégal pour les entreprises canadiennes qui font affaire dans leur pays. En effet, au fil des ans, j'ai eu le plaisir d'accompagner des entreprises canadiennes au Sénégal, dont la compagnie Teranga Gold, un nom tout à fait approprié pour une entreprise faisant affaire au pays de la Teranga. J'ai également assisté à la présentation à Dakar il y a quelques années du premier plan Sénégal émergent, dont une synthèse récente a été présentée admirablement par M. Mané, que nous remercions également sincèrement. Votre Excellence, M. le ministre Hutt, nos sincères remerciements pour l'honneur que vous nous avez fait aujourd'hui, votre appel invitant à un renforcement économique des relations entre nos deux pays et à une implication accrue du secteur privé canadien au Sénégal a été reçu, j'en suis certain, avec enthousiasme aujourd'hui. Madame Simba, nos remerciements pour cette excellente présentation sur le fascinant rôle de WIC Capital comme premier fonds d'investissement pour les femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Woman Empowerment, comme on dit en anglais, est d'ailleurs l'une des valeurs prioritaires du gouvernement canadien. À titre d'exemple, FinDev Canada, dont je suis membre du conseil, une filiale de EDC, cette valeur est au cœur même de sa stratégie d'investissement. Et nous espérons que l'exemple de WIC Capital sera suivi par des intervenants dans plusieurs autres pays. Nos remerciements également à l'honorable Mme Rachel Bendayen pour ses propos exprimés avec brio, les objectifs et les efforts soutenus du gouvernement du Canada à l'égard d'une implication soutenue au développement de l'Afrique sont effectivement une source de motivation pour nous tous. Et comme on le dit chez nous, nous gardons le dessert pour la fin. Nos sincères remerciements à son Excellence Mme Bompassi, à la fois pour la participation à l'organisation de l'événement, son rôle de maître de cérémonie avec Jacques et ses efforts sans relâche pour améliorer les relations entre le Canada et le Sénégal qui portent des fruits depuis son arrivée à Ottawa. Finalement, nous remercions tous les participants aujourd'hui que nous invitons à mettre en place les implications des messages livrés aujourd'hui et que nous invitons également à participer au prochain événement de la Chambre. Merci et prenez soin de vous tous. Stay safe and take care. Et au plaisir que nos chemins puissent se croiser à nouveau très bientôt. Merci et à la prochaine.